Gagner la manche d'ouverture est-elle souvent synonyme de titre ou de lutte mondiale ? C'est une question particulièrement inutile que je me suis posée, et comme toute question inutile que je me suis un jour posée, ça finit soit dans des longues séries de live, soit dans des émissions au sujet aussi captivantes que celle-ci. Ah désolé, j'ai jamais su vendre mes produits. Et vu que c'est un sujet qui revient à peu près tous les ans et qu'on nous rappelle cette statistique rappelant qu'il faut remonter à 2016 pour trouver un champion du monde qui a gagné la première manche de la saison, voyons ce que l'histoire a à nous raconter. « 1950, c'est un oui. La statistique est assez célèbre. Giuseppe Farina remporte la première manche du championnat du monde et le premier titre de champion du monde de Formule 1 dans une saison dominée par les Alfa Romeo qui ont gagné toutes les courses. Ou devrais-je dire tous les grands prix, puisque à l'époque, il y avait ces fichus 500 miles d'Indianapolis qui étaient au championnat. Arrivé en Europe pour débuter en F1 à la fin des années 40, Fangio s'est très vite imposé comme un des meilleurs de tous et sa revanche sur son coéquipier se signe par la première victoire de la saison et le titre, donc c'est un oui. Avec la domination de Ferrari et Alfa Romeo, le championnat du monde de Formule 1 s'avère assez élitiste. Qui plus est, la stratégie de recrutement de nouveaux constructeurs est assez catastrophique. C'est pour ça que la FIA a décidé d'imposer le règlement technique de Formule 2 au championnat du monde de Formule 1 pour permettre à plus d'équipes de participer. Naturellement, cela s'est traduit par le départ d'Alfa Romeo et la domination de Ferrari qui a gagné toutes les courses sauf l'Indy 500. Encore une fois. Vous le savez si vous avez été attentif en 2022, Alberto Ascari a enregistré le plus grand record de domination en termes de ratio, avec 6 victoires en 8 grands prix sur 6 arrivées. Mais pour en revenir aux bases, c'est son coéquipier Piero Taruffi qui a remporté la première manche, donc c'est un non. L'ami Fangio s'était blessé courant 52 et il n'était pas totalement en forme à son retour en 53. Tout l'inverse donc de notre champion du monde en titre qui a gagné le Grand Prix d'Argentine en ouverture et le titre en 53, devenant le premier double champion du monde de l'histoire. 1954 est peut-être l'une des plus grandes démonstrations et l'un des plus grands exploits de toute l'histoire de la Formule 1. Dans une saison assez disputée, avec des Maserati, Mercedes, Ferrari ou encore des Gordini qui pouvaient se battre aux avant-postes, c'est Juan Manuel Fangio, qui pilotait pour Maserati, qui a remporté la manche d'ouverture. Mais le canaillou ne s'est pas contenté de gagner la manche d'ouverture et le titre, il a gagné le titre en changeant d'équipe à partir du Grand Prix de France en rejoignant Mercedes, devenant donc le seul pilote à gagner un titre de pilote avec 2 constructeurs différents pendant la même saison. Fangio a démontré qu'il était l'un des meilleurs, et en 55, il décide de prouver qu'il est le meilleur. En plus d'écraser la concurrence tout au long de la saison, lors de la manche d'ouverture en Argentine, alors que tous ses jeunes rivaux se relaient pendant la course, qui se tient sous une chaleur éprouvante, le quadragénaire s'impose tout seul. 1956 non, et oui un peu quand même, je sais pas. Après le départ de Mercedes, Fangio a gagné avec Ferrari la manche d'ouverture, mais il a partagé le volant avec Luigi Musso pour ce premier Grand Prix de la saison, donc il a un petit peu gagné, mais pas trop non plus. Bref, il a gagné le titre quand même. Bon ok, là ça devient chiant, hein. Fangio revient chez Maserati et prend son dernier titre en gagnant la manche d'ouverture avant de partir en retraite en fin de saison, désormais place aux jeunes. Et littéralement, place aux jeunes, car maintenant ce sont des Tony Brooks, Sterling Moss et le champion Mike Hawthorne qui font la loi en 1958. Mais ce dernier ne gagne qu'un seul Grand Prix et la manche d'ouverture a été remportée par Sterling Moss. C'est un non. La lutte en 1959 était très intense, avec pour la dernière manche, pas moins de 3 pilotes qui pouvaient gagner le titre. Entre les différentes Cooper de Sterling Moss, Maurice Trintignant, Bruce McLaren et les Ferrari de Phil Hill et Tony Brooks, c'est Jack Brabham sur Cooper qui remporte la manche d'ouverture et le titre en fin de saison. Mais la dernière manche de la saison avait été remportée par Bruce McLaren après l'abandon de Brabham dans le dernier tour. Et c'est à nouveau le jeune néo-zélandais qui remporte la manche d'ouverture. Il sera le plus jeune vainqueur en Grand Prix pendant 43 ans jusqu'à un certain Fernando A, mais le titre sera bel et bien remporté par Jack Brabham qui domine à nouveau dans sa Cooper Climax. 1961 non, évidemment que c'est non. Puisque c'est Sterling Moss qui a gagné la manche d'ouverture, il ne peut pas avoir gagné le titre en fin de saison.
Bon, sur une note un peu moins rigolote, la saison sera dominée par les Ferrari et le titre de Phil Hill aura pas d'allure puisque Wolfgang von Trips, son rival et coéquipier, se tue dans le premier tour de la manche décisive à Monza. En 1962, on voit la première victoire de Graham Hill dans une BRM et il jouera le titre contre Jim Clark et gagnera le titre en fin de saison. C'est un oui. Et Graham réitère son exploit en Afrique du Sud en gagnant le manche d'ouverture, mais cette fois-ci c'est Jim Clark qui domine toute la saison et remporte le titre. En 64, c'est de nouveau une victoire de Graham et la première de ses 5 à Monaco. La saison voit une superbe lutte entre sa BRM, la Lotus de Clark, et la Ferrari qui sera sacrée de John Surtees. 1er janvier 1965, dès la première manche en Afrique du Sud, Jim Clark a décidé qu'il allait exterminer toute concurrence dans toutes les disciplines automobiles, avec plus de 20 victoires réparties entre la F1, la F2, le BTCC, les Tasman Series, le Can-Am et le tout en devenant le seul pilote à gagner un titre de Formule 1 et les 500 miles d'Indianapolis la même année. Donc 1965, c'est pas juste oui, c'est littéralement peut-être la plus grande domination de toute l'histoire du sport automobile. 1966 marque le passage à l'ère des moteurs 3 litres qui seront à l'origine de nombreux accidents mortels, mais aussi des Formule 1 les plus impressionnantes et magnifiques de l'histoire. Ah, ferme-la, je te demande pas ton avis, c'est pas de la démocratie ici. Si je dis que ce sont les Formule 1 les plus stylés de l'histoire, c'est que ce sont les Formule 1 les plus stylés de l'histoire. Voilà, c'est factuel. La première manche à Monaco voit beaucoup de pannes et c'est Jackie Stewart qui l'emporte. Ça y est, un nouveau nom. Mais le titre revient à Jack Brabham dans sa Brabham. Oui, l'Australien devient le seul et unique champion sacré avec sa propre voiture et ça aussi, c'est particulièrement stylé. En 1967, c'est son coéquipier Denny Hulme qui gagne le titre avec la Brabham. Mais la manche d'ouverture voit la première victoire mexicaine portée par Pedro Rodriguez qui mène un doublé Cooper. C'est un nom. De retour dans une Lotus efficace en 68, Jim Clark était en route pour répéter sa domination de 65 après sa victoire à Kyalami. Malheureusement, l'Écossais perd la vie un peu plus tard dans la saison et c'est son coéquipier Graham Hill qui remporte son dernier titre. Doesn't this give you more Grand Prix wins than anybody else has done in the world yet? That's true. Congratulations, Jim. This is an absolutely splendid effort. Okay, thank you very much. 1969, c'est un oui. Avec 6 victoires sur les 8 premières courses, c'est un autre prodigieux écossais, Jackie Stewart, qui remporte son premier sacre. La manche d'ouverture du championnat 70 voit Jack Brabham prendre sa dernière victoire dans ce qui sera sa dernière saison. Pourtant, l'Australien était en route pour gagner le Grand Prix de Monaco quelques semaines plus tard, mais il a décidé dans le dernier virage du dernier tour de planter sa voiture dans le mur et offrir la victoire à Jochen Rindt, qui prendra le titre, malheureusement, après avoir perdu la vie lors du Grand Prix d'Italie, comme Jim Clark en courte saison dans une Lotus. Voyez, Rindt a fait le maximum, il a bloqué, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Brabham a bloqué ses roues. Et Rindt est passé. Après la dernière de Blackjack en début de saison en 70, 1971 voit la première victoire de Mario Andretti au volant d'une Ferrari, mais c'est Jackie Stewart, qui termine deuxième ce jour-là, qui sera sacré en fin de saison. C'est un nom. Et un autre nom, puisque après son second sacre, Stewart gagne la manche d'ouverture en Argentine, mais selon son propre aveu, mènera une campagne décevante, puisqu'il commence un petit peu à perdre goût au sport à force de voir ses amis perdre la vie, et ce sera le début d'une nouvelle génération avec le premier titre de Emerson Fittipaldi, qui devient aussi le premier champion brésilien et le plus jeune champion du monde de l'histoire, jusqu'à un certain Fernando A en 2003. 1973, cette fois-ci, c'est Emerson Fittipaldi qui gagne la manche d'ouverture, mais c'est Stewart qui domine la deuxième moitié de saison. Il quitte la Formule 1 la veille de son dernier Grand Prix, après la mort de François Sévère, son coéquipier, lors des qualifications. Denny Hulme gagne son dernier Grand Prix le 13 janvier à Buenos Aires. Il ne gagnera pas le titre, mais, comme un signe, c'est son équipier McLaren, Emerson Fittipaldi, qui remportera le titre. Comme un signe, car Denny Hulme était compatriote et ami proche de Bruce McLaren, son coéquipier lorsqu'il perdait la vie en 70, et qui était aussi auteur d'un grand nombre de victoires remportées à l'équipe.
Quiconque ayant été attentif en 2021 se rappelle que le final de 74 fut le premier et jusque-là le seul Grand Prix final où les candidats étaient à égalité de points entre Fittipaldi dans la McLaren et Regazzoni dans la Ferrari. 1975 toujours pas, non. Ah, les années 70 sont merveilleuses, hein. Fort de son numéro 1, c'est Fittipaldi qui remporte la manche d'ouverture, mais c'est Niki Lauda qui l'emporte avec une sagesse déconcertante, après avoir déjà impressionné en 74 mais avoir fait pas mal d'erreurs en piste. En 76, c'est Niki Lauda qui gagne la manche d'ouverture à Interlagos, mais j'ai pas besoin de revenir sur la saison 76 qui va sacrer James Hunt, car on en a parlé de nombreuses fois ici, et surtout, regardez Rush! Pour la première fois de l'histoire, en 77, une nouvelle équipe gagne la manche d'ouverture. C'est avec Jody Scheckter au volant de la Wolf, ancienne équipe de Sir Frank Williams. Scheckter finira deuxième du championnat, loin derrière le dominant Niki Lauda dans sa Ferrari. Enfin, pour la première fois depuis 1969, le vainqueur de la manche d'ouverture remporte le titre. C'est Mario Andretti, dans les dominantes et magnifiques Lotus à effet de sol, qui gagnera cette saison. On retiendra malheureusement la tragédie de Monza, qui coûtera la vie à son brillant coéquipier Ronnie Peterson en fin de saison. En 1979, 2 victoires consécutives de Jacques Laffite, ça fait rêver, hein. Hélas, Ligier n'avait pas les armes face au retour de Ferrari, qui gagnera les 2 titres avec le sacre de Scheckter. Laffite est au passage le seul pilote à avoir gagné 2 manches en début de saison sans avoir gagné de titre. On termine les années 70 avec un seul oui, mais on commence les années 80, avec 1980, avec un oui. Alan Jones gagne la manche d'ouverture en Argentine et prendra son titre en fin de saison face à la Brabham de Nelson Piquet. La lutte australo-brésilienne continuera début 81 avec la victoire du champion du monde en titre, mais cette fois, c'est Nelson Piquet qui remporte le titre. Mais Alan Jones, coéquipier de Carlos Reutemann, porteront le titre constructeur à Williams. Devenant le deuxième champion avec une seule victoire dans l'année de son sacre, Keke Rosberg ne gagnera qu'en fin d'année sur le tracé de Dijon pour le Grand Prix de Suisse. La saison a débuté avec 2 victoires de Alain Prost sur Renault. En 83, Piquet s'impose à domicile et gagne le titre d'un petit rien devant Alain Prost. Alors l'illégalité de la Brabham n'est pas un secret, mais vu que personne n'a contesté, c'est un oui. C'était une nouvelle saison brillante du Prost-Fesseur en 84 qui gagne au Brésil, mais son coéquipier Niki Lauda profite de l'infortune du Français pour prendre son 3e titre. Mais 85, c'est la bonne pour Alain, qui domine malgré les timides tentatives de Ferrari et Alboreto, tout en gagnant la manche d'ouverture. 1986, Piquet gagne à la maison, mais c'est Alain Prost qui gagne un des plus beaux sacres de l'histoire en profitant du duel interne entre Mansell et Piquet chez Williams. Et le duel continue en 87 entre les deux, mais suite à la blessure de Mansell en fin d'année, Piquet est sacré, mais ce sera quand même un non, puisque c'est Alain qui a gagné sur les terres de Nelson. 1988 voit le retour aux affaires de McLaren et sans surprise la victoire de Alain Prost lors de la manche d'ouverture, lequel terminera l'année avec le plus grand nombre de points. C'est donc un non puisque c'est Ayrton Senna qui est sacré. Attends, quoi ? Et v'là Prost qui égale en 89 Piquet et Lauda, ses rivaux des saisons précédentes, mais la manche d'ouverture sera gagnée par une innovation incroyable, celle de Nigel Mansell. Alors non pas que Nigel Mansell soit une invention incroyable, mais c'est surtout sa Scuderia Ferrari qui lui permet de devenir le tout premier pilote de l'histoire à gagner une course de Formule 1 avec une boîte séquentielle au volant. En 1990, on revoit une nouvelle manche du duel entre Alain Prost et Ayrton Senna, mais cette fois-ci, c'est le Brésilien qui remporte la manche d'ouverture et son second titre en fin de saison. En 91, ce sera de nouveau une domination d'Ayrton, malgré les tentatives de Williams et Nigel Mansell, mais le Brésilien est beaucoup trop fort pour ses rivaux et domine outrageusement la saison, faisant de lui, à son tour, un triple champion du monde. En 92, Nigel Mansell enregistre le record de victoires consécutives en début d'année jusqu'alors et deviendra sans surprise champion du monde, enfin dira-t-on en Angleterre.
Après qu'on ait passé des années à l'enterrer, Alain Prost revient après une année 92 sabbatique forcée et remporte la manche d'ouverture sans de grandes surprises au final, dans une machine qui devait être aussi dominante que la précédente. Malgré tout, McLaren montrera le bout de son nez tout au long de la saison, mais le Français sera trop fort dans une machine difficile à saisir et remportera son 4e et dernier titre. Et après le départ de Prost, nous voyons début 94 la tragique disparition d'Ayrton Senna, laissant place à une nouvelle génération entre la lutte avec Damon Hill dans la Williams et Michael Schumacher dans la Benetton, et ce sera ce dernier qui remportera les premières manches et le titre en fin de saison. Ça en devient presque chiant là, non ? Puisque c'est un nouveau oui avec Michael Schumacher qui repose sur une Benetton extrêmement forte et une écurie Williams très fragile pour remporter son second titre consécutif avec en prime la victoire en début de saison. En 96, Damon Hill voit l'arrivée d'un redoutable rookie en Jacques Villeneuve qui prend la pole position et domine la manche d'ouverture en Australie. Mais à cause d'un ennui mécanique, Jacques Villeneuve cède la tête de course en fin de Grand Prix à son coéquipier, lequel remporte donc la manche d'ouverture et le titre en fin d'année, devenant le premier fils de champion du monde à remporter un titre. En 97, cette fois, Jacques honore la mémoire du père en remportant à son tour le titre, mais ce sera dans des circonstances on ne peut plus houleuses. On va pas refaire l'histoire de Jerez 97. Le nom de Villeneuve s'inscrit donc au panthéon de la Formule 1 et c'est David Coulthard dans la McLaren qui a gagné la manche d'ouverture. Une nouvelle victoire McLaren pour ouvrir la saison 98. Après avoir remporté son premier Grand Prix lors de l'honteux finale à Jerez, Mika Häkkinen voit enfin les succès lui tomber entre les mains, remportant donc la première manche de la saison et dominant l'année 98 pour devenir le second Finlandais à gagner un titre. Quoiqu'il serait bien injuste de dire que Mika a dominé puisque les Ferrari sont revenus très forts fin 98, Michael Schumacher devenant un danger potentiel. Le duel se répétera en 1999, mais suite à la blessure de l'Allemand, Häkkinen remporte son second et dernier titre, mais en début d'année, ce sera... Eddie Irvine, qui remporte la manche d'ouverture et son premier Grand Prix en Formule 1. J'aime pas Irvine. Mais en 2000, Schumacher répond au McLaren en remportant la manche d'ouverture et suite à un féroce duel contre les deux pilotes McLaren, remporte son 3e titre en fin de saison et son premier avec Ferrari. Il remporte également la manche d'ouverture du championnat 2001 en Australie et le titre. Et puis il gagne ensuite la manche d'ouverture du championnat 2002 et puis le titre. Et il gagne le championnat 2003, mais pas la manche d'ouverture. Ah, quand même, faut un peu en laisser aux autres, merci. Et oui, sur ces 4-5 saisons de domination avec Ferrari, la saison 2001 était quand même un minimum disputée en début d'année du moins, et en 2003, c'est David Coulthard qui remporte la manche en Australie, l'Écossais offrant à McLaren un retour en forme assez mérité et attendu, et si son jeune coéquipier Kimi Räikkönen et les pilotes Williams feront le maximum pour retenir le Kaiser, ils en seront incapables. En 2004, ce sera donc une des saisons les plus dominantes de l'histoire de Ferrari et de Schumacher, mais tout cela s'arrête en 2005 avec la victoire de Renault et Giancarlo Fisichella à Melbourne. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là. La force des Renault était incontestable en 2005 et Fernando Alonso en a pris l'absolu meilleur pendant que McLaren et Räikkönen commettaient beaucoup trop d'erreurs et avaient beaucoup trop de pannes mécaniques. Alonso devient le premier champion du monde espagnol et répétera cet exploit en 2006 en remportant également la manche d'ouverture et en gagnant le titre face à Schumacher. En 2007, Kimi Räikkönen rejoint Ferrari remplaçant le Kaiser et s'impose immédiatement en début de saison. Malheureusement, il sera un petit peu plus en difficulté sur la première partie de l'année, mais dès l'instant que ses chances de gagner le titre réapparaîtront, il sera irréprochable et saisira toutes les opportunités gâchées par McLaren pour remporter à son tour le premier et le seul titre de sa carrière. Alors en 2007, on voyait un mioche sorti de nulle part, qui déboule comme ça, et qui se mettait à enquiquiner les superbes Räikkönen et Alonso. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut le gamin ? Bon, en 2008, il a gagné la manche d'ouverture et le titre, et il s'appelait Lewis Hamilton.
Surgit des entrailles de l'enfer, Brawn Grand Prix renaît des cendres de Honda et Jenson Button remporte la manche d'ouverture et il remportera le titre avec une insultante domination en début d'année. 2010 voit le championnat le plus disputé mathématiquement avec 5 pilotes encore en lice à 2 manches de la fin de saison. Fernando Alonso récupère la victoire laissée tomber par Sebastian Vettel et son moteur Renault à Bahreïn, mais ce sera l'Allemand qui remportera le titre à Abu Dhabi, remportant donc son premier sacre après n'avoir jamais mené le championnat jusque-là. Il continuera à mener le championnat après le Grand Prix d'Australie 2011, ouvrant la manche d'ouverture de la saison, et ne la quittera pas de l'année, remportant donc son second titre consécutif. Jenson Button aime la pluie et il aime Melbourne et il le fait savoir en remportant une chaotique manche du Grand Prix d'Australie 2012 et sans jamais vraiment pouvoir mener la lutte jusqu'au bout puisque McLaren a fait une année de gros caca en termes de fiabilité et d'erreurs stratégiques ou simplement humaines et Sebastian Vettel l'emportera en toute fin d'année face à Nando Alonso. Et oui, des 4 ans de domination de Sebastian Vettel, on se rappelle particulièrement des saisons 2011 et 2013 comme étant les plus violentes. Ainsi, il est tout naturel que lorsqu'on parle au Grand Prix d'Australie 2013 qui ouvre la saison, on se rappelle de la sublime prestation et la géniale course de gestion de Kimi Räikkönen qui gagne son 2e Grand Prix pour Lotus. On l'oublie celle-là, mais c'est quand même une de ses plus belles, hein. 2014 voit l'arrivée d'une des pires meilleures idées de l'histoire de la Formule 1, à savoir les V6 turbo hybrides. Oui, c'est pas une vidéo factuelle, hein, moi j'impose mon avis, si t'es pas content, viens là, je te fais un câlin parce que j'aime pas te rendre pas content. Cela coûtera la victoire à Lewis Hamilton, le champion du monde de cette saison, mais l'offrira à Nico Rosberg, qui mènera tout aussi un début de saison intéressant. En 2015, en revanche, c'est bien Lewis Hamilton qui gagne en Australie et domine assez aisément la saison, remportant son 3e titre. Et après avoir gagné les 3 dernières manches de la saison 2015, Nico Rosberg en gagne une 4e consécutive à Melbourne, faisant de lui le vainqueur du début de la saison, ainsi que le champion du monde en toute fin d'année. Comme on le disait tout à l'heure, c'était la dernière fois jusqu'alors qu'un pilote gagnait la manche d'ouverture et le titre. Regardons donc 2017 qui voit Ferrari revenir en forme et Sebastian Vettel tirer le meilleur parti des situations de course pour remporter la manche d'ouverture, mener une lutte contre Mercedes pendant quelques grands prix avant que Lewis Hamilton ne s'en tire le mieux et remporte son 4e titre. Après avoir égalé le pilote allemand, Lewis Hamilton va le dépasser en remportant un 5e titre en 2018, non sans que ce dernier ne lui ait rendu la vie difficile en début d'année en gagnant à nouveau la manche d'ouverture en Australie. Mais en 2019, Lewis Hamilton aura beau avoir gagné le 6e titre de sa carrière, il aura eu, en tout début d'année, un des plus féroces compétiteurs qu'il n'ait jamais affronté, celui qu'il décrivait comme le coéquipier le plus coriace qu'il ait eu à affronter, Valtteri Bottas. Le pilote finlandais colle 20 secondes à Hamilton qui avait endommagé son fond-plat en début de course et tiendra la lutte au titre pendant 7 Grands Prix avant que Hamilton ne s'envole. Et il en sera de même en 2020 avec Bottas qui remporte la manche d'ouverture après avoir enregistré une superbe pole position dans l'herbe en Autriche. Oui, c'était un début de saison particulier 2020, tu te rappelles, hein? Voilà. Et en fin d'année, Hamilton a donc égalé le record de 7 titres de Michael Schumacher. Il gagnera la manche d'ouverture à Bahreïn en 2020. Non, on peut skipper 2021, c'est encore trop frais dans les mémoires et j'ai pas du tout envie de le mentionner parce qu'il y en a qui vont vouloir me contredire et j'ai pas envie d'avoir affaire. Et puis 2022, bon, ça rappelle, hein, c'est Leclerc qui a gagné, Verstappen qui est champion et en 2023, c'est Verstappen qui a gagné la manche d'ouverture et qui est devenu champion du... Oui, pardon, excusez-moi, la saison est pas terminée. Bref, voilà, je m'en arrête là, il y a pas de conclusion. Merci d'avoir écouté, bisous.